Mon père m'a remis l'amende de ma sœur en disant « Paye-la ou tu auras des problèmes ». J'ai répondu que non. Il s'est alors précipité sur moi. Je suis Alex Miller, j'ai 31 ans. Pourtant, la plupart des matins, je me sens au moins une décennie plus vieux, portant des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Pour les étrangers, ma vie semble ordinaire. Un appartement au 2e étage au nord d'Austin. Une Toyota Tercel fiable, bien que bosselée, et un travail honnête à réparer des choses qui soufflent de l'air froid quand le Texas décide de faire fondre l'asphalte. Ce que les inconnus ne peuvent pas voir, c'est le cordon ombilical invisible qui m'a lié à ma sœur cadette, Rachel, depuis le jour où ma mère m'a remis son petit corps tout frais, me disant « Protège ta sœur, grand mec ». Et c'est exactement ce que j'ai fait depuis ce moment-là. Rachel a 25 ans. Ses cheveux flamboyants, couleur des couchers de soleil d'été, et son rire peuvent illuminer n'importe quelle pièce. Elle possède également un don presque mystique pour attirer les ennuis. Elle peut entrer dans une journée ensoleillée et la transformer en un cratère fumant avant le dîner, se demandant ensuite pourquoi tout le monde semble contrarié. Au lycée, elle collectionnait les amendes pour excès de vitesse comme d'autres collectent des bracelets d'amitié. À l'université communautaire, elle a découvert les cartes de crédit et pensait que la limite n'était qu'un défi de l'univers pour qu'elle dépense davantage. Nos parents, Karen et Mark, haussaient les épaules face à chaque catastrophe, la berçant de paroles réconfortantes, affirmant qu'elle était un esprit libre. Traduction, Alex s'en occupera. Au début, cela ne me dérangeait pas vraiment. À l'époque, je vivais chez mes parents, je suivais des cours le soir et je travaillais le week-end à installer des conduits avec mon oncle Ronnie. Le sacrifice semblait temporaire, comme retenir sa respiration sous l'eau, car ma sœur n'avait pas encore appris à nager. Je me disais qu'elle réussirait, qu'un bon coup de pied la ferait remonter à la surface. Au lieu de cela, elle s'enfonçait encore plus, demandant de nouvelles serviettes chaque fois qu'elle éclaboussait un passant. Le jour de ses 21 ans, elle est rentrée chez elle ivre, pleurant parce qu'un videur d'un club de nuit ne la laissait pas sauter la queue. J'ai traversé la ville à 2 heures du matin pour venir la chercher. J'ai payé le chauffeur de taxi qu'elle avait laissé sans un sou et j'ai nettoyé le vomi de ses chaussures avant de partir au travail. Après avoir emménagé, les demandes se sont multipliées. 40 $ pour de l'essence ici, 100 $ pour des manuels de dernière minute qu'elle n'a jamais ouverts, 300 $ parce que sa colocataire avait décidé de ne plus payer son loyer. Puis elle me bombarde de petits émojis en cœur rouge comme des reçus. Jamais de merci, jamais je ne te rembourserai. Lorsque j'ai osé suggérer une application de budget, elle a répondu par un émoji représentant un regard exaspéré. La communication entre adultes était devenue un cycle sans fin. C'est à cette époque que j'ai commencé à sortir avec une femme nommée Élise. Elle s'est demandé pourquoi je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes. Problème de famille, disais-je. Elle a rétorqué, tu veux dire des problèmes avec Rachel? Nous avons rompu après 6 mois. Il s'est avéré qu'il n'y avait de la place que pour une petite amie dans ma vie, et ma sœur avait pris tout l'espace. Avançons maintenant jusqu'au printemps dernier. Les bleuets d'Austin à peine effacés, j'ai reçu un texte un vendredi. Rachel demandait 200 $ pour elle et ses amis, afin de réserver un box VIP avec des cordes en velours à l'Eclipse, le nouveau club sur le toit à San Antonio. J'étais sur une passerelle métallique au-dessus d'un salon dans un centre commercial. Indice de chaleur, 43 degrés Celsius. Un sifflement constant résonnait dans mes oreilles. La sueur me piquait les yeux. 200 $ représentaient presque 2 semaines de course ou le paiement intégral de ma voiture. J'ai répondu par un pouce en bas. Je ne peux pas. J'essaie d'économiser pour une maison. Le message est apparu, disparu, puis réapparu. Oh, tu es vraiment ennuyeux. Peu importe. Le samedi matin s'est levé, écrasant de chaleur. J'ai préparé du café, pris mes clés accrochées au mur et suis sorti, pour m'arrêter net. Place de parking vide. Mon pouls a trébuché. Peut-être que le complexe l'a remorqué. J'ai parcouru le lot, appelé le bureau. Pas d'enregistrement. La peur s'est élevée, pointant directement vers ma sœur. J'ai déverrouillé mon téléphone. Et là, il était. Un message à 3h04 du matin que j'avais omis de voir pendant mon sommeil. J'ai emprunté la Tercel pour un petit tour. Grand frère, je conduis comme un pro. Ne te fâche pas, selfie à l'appui. Rachel au volant. Lèvres parfaitement dessinées. Ongles brillants sur le volant. On ressemble à des trophées. Mon estomac s'est retourné.
La connexion à l'appel s'est faite au 5e appel, lorsque j'ai entendu « Détends-toi, je te rends ton camion demain. » Tu as volé mon camion, Rash. Ce n'est pas du vol. On est de la famille. De plus, tu ne l'utilisais pas, c'est mon nom sur le titre et sur le prêt. Sémantique. Je dois y aller, ma chanson passe. Son ton désinvolte a libéré quelque chose en moi. Des années de frustration refoulée ont débordé, mais je n'avais pas l'occasion de m'exprimer. Elle avait déjà raccroché. J'ai passé la journée à tourner en rond, imaginant les pires scénarios, amende pour excès de vitesse, frais de dépôt, un titre à propos de 4 filles en fête et d'une camionnette détruite. Le coucher du soleil m'a trouvé encore éveillé, nerveux, le téléphone chargé sur le canapé, tel un poème en 4 vers. L'appel du jour de l'accident est arrivé à 2h11 du matin, si strident qu'il a fait vibrer les fenêtres. Elle était en larmes, haletante. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Mais j'ai renversé 2 chats, la cantina. Mon cerveau a tenté de se représenter la scène, 2 chats, façade en terre cuite, thé sur la rue Saint-Marie, colonne en pierre à l'avant. Tu étais ivre. C'est pas l'important. Tu as percuté mon camion. C'était plus une affirmation qu'une question. Je l'ai vu avec Tyler, tu te souviens de mon ex? Elle s'embrassait avec une Barbie du Colorado, alors j'ai percuté la colonne. Peut-être un peu fort. Tu as utilisé ma tercelle comme arme par jalousie? Pourrions-nous discuter de nos émotions plus tard? La police me questionne. Si tu dis que je t'ai prêté la camionnette, ce ne sont que des dommages matériels. Pas de délit. Aide-moi, s'il te plaît. Le mince fil d'empathie en moi s'est effiloché. Le silence a aspiré l'oxygène de la ligne. Puis elle a craché. Tu peux être un sale égoïste. J'ai murmuré adieu à Rachel et terminé la conversation. Les téléphones ont explosé à l'aube. Maman, ta sœur aurait pu mourir. Papa, occupe-toi de ça. Nous t'avons mieux élevé. Même la tante Doris est intervenue depuis la Floride. Les tempêtes familiales nécessitent des phares, chérie. J'ai mis le chat sur muet et suis allé travailler avec une anxiété corrosive qui me rongeait. À l'heure du déjeuner, un nouveau message a brillé. Papa vient. Fidèle à sa parole, le couloir a tremblé. À 14h, j'ai ouvert la porte à mes 2 parents. La mâchoire de mon père était si serrée que les muscles se contractaient. Mets tes chaussures, a-t-il grondé. Allons payer la facture d'urgence de Rachel. Elle a délibérément percuté mon véhicule après l'avoir volé, dis-je d'une voix hésitante. Maman s'est avancée, les yeux brillants. Elle a agi comme ça parce que tu l'as laissé tomber. Elle a juste demandé un petit faveur. 500$ pour un service de bouteille n'est pas un petit service. La main de mon père s'est déplacée plus vite que ma pensée. Un coup de paume qui m'a fait tourner la tête. J'ai goûté le métal. Tu n'es plus notre fils, a-t-il rugi. Derrière lui, ma mère a crié mon nom. Dans le couloir, une porte s'est ouverte. Le chien du voisin a aboyé. J'ai touché ma joue enflée, hébété. Marc, arrête, a murmuré maman, mais ses bras ne se sont jamais approchés de moi. Ils tenaient leur sac comme un bouclier. Mon père m'a désigné du doigt. Supprimé du chat familial. De notre testament aussi. Si tu ne règles pas ça. Je suis donc reculé, le cœur battant. J'avais déjà terminé de réparer ce que vous ignorez. Puis, je fermai la porte en tirant le verrou, tandis que leurs pas reculaient, indignés. La stupeur me maintenait debout. Une fois la douleur apaisée, une étrange sérénité s'installa, comme le silence après un feu d'artifice. Mes oreilles bourdonnaient. Le ciel était enfumé, mais enfin assez sombre pour voir les étoiles qui étaient auparavant cachées par la lumière. 3 matins plus tard, un coup retentissant me réveilla. Les uniformes bleus floutaient ma vision ensommeillée. Alex Miller? Oui, détective Alvarez. J'ai besoin d'une déclaration concernant une accusation de vol de véhicule. Un rire nerveux échappa de mes lèvres. Entrez. Au commissariat, une pièce sans fenêtre sentait le café brûlé. Le détective Alvarez alluma un enregistreur. Votre sœur affirme que la tercelle est à elle. Elle a envoyé des photos en guise de preuve de son vol. Je répondis en sortant mon téléphone. L'écran montrait la selfie arrogante de Rachel à 3h du matin. Alvarez l'a parcourue du regard, haussant un sourcil.
Elle déclare également que vous avez menacé de représailles si elle ne vous payait pas 1 000 $. C'est de la fiction. Il hocha la tête lentement. Voulez-vous porter plainte? La question me parut aussi vitale que respirer. Je répondis, oui, vol de véhicule majeur et dépôt d'un faux rapport. La plume grattait le papier. La décision était prise. Cette nuit-là, ma messagerie vocale était pleine. Maman demandait à Jésus de pardonner aux voleurs. Je devrais pardonner aux menteurs. Mon père ne criait pas. Juste, retire cette plainte ou je te fais regretter cela. Rachel avait laissé 5 messages vocaux, le premier enragé, le suivant suppliant, le reste incohérent à cause des larmes ou du tequila. Je n'ai pas écouté au-delà des premières secondes. La nouvelle des charges criminelles fit exploser le monde de Rachel. Hamilton et marketing la mirent en congé sans solde avant de la renvoyer lorsque les photos de police apparurent. Ses amis, qui aimaient sa générosité avec le service de bouteilles, commencèrent à ignorer ses messages. Son propriétaire changea les serrures. En une semaine, elle passait d'un canapé à l'autre, s'accrochant à la rumeur d'une collecte sur GoFundMe qui avait rapporté 8 $, dont tout provenait du club de Maman Brit. Mom et Dad arrivèrent, les yeux injectés de sang. Laisse-la tranquille le temps qu'elle retrouve sa stabilité, supplia maman, tenant un plat à four comme un passeport. Il y a un refuge dans la 5e rue, répondis-je. La voix de papa se brisa pour la première fois. Fiston, tu as dit que tu n'étais plus mon fils. Je le lui rappelai, fermant la porte à nouveau, mais plus doucement cette fois, car la colère n'était plus là, il ne restait que des cendres. Vint alors l'audience, suffocante et implacable. Je me tenais à côté de mon avocat tandis que Rachel entrait, traînant des pieds, dans un uniforme orange du comté, le visage partagé entre la rage et l'incrédulité. Le juge lut les charges. L'avocat de Rachel plaida la clémence, citant un malentendu familial. Mes preuves balayèrent ce récit. La caution fut fixée à une somme considérable. Maman pleura assez fort pour que les agents se retournent. Quand le marteau tomba, je me sentis à la fois plus léger et plus seul. Tu te demandes comment des parents en arrivent à frapper un enfant pour protéger un autre. Laisse-moi revenir en arrière, à notre enfance à Ciderla, dans l'Oklahoma. Rachel avait 8 ans, moi 14. Elle avait décidé que le poisson rouge avait chaud et avait versé un demi-flacon de bain moussant dans l'aquarium pour leur offrir une journée au spa. L'eau se mit à mousser, les poissons flottèrent. Papa rentra à la maison, vit le carnage, se dirigea directement vers moi, exigeant de savoir pourquoi je n'avais pas pris soin de ma sœur. J'ai dit que je faisais mes devoirs d'algèbre. Il me frappa d'une semaine de punition. Rachel eut la plupart des desserts cette soirée-là, puis se lança dans de nouvelles aventures. Ce fut ma première leçon sur l'économie sacrificielle. Il y eut aussi le fiasco de la robe de bal. Rachel voulait une robe de créateur que nous ne pouvions pas nous permettre. Maman utilisa ma carte de débit de mes économies universitaires, disant que « tu es un garçon. Les boursiers adorent les ingénieurs masculins. Tu rembourseras l'argent. » Je l'ai découvert lors de la première réunion quand le bureau du trésorier m'annonça que mon compte avait diminué de 600 $. Rachel défile avec une robe à paillettes carmin au bal de fin d'année. Mon premier semestre commença avec des quarts supplémentaires dans le réfectoire, des pierres dans un bocal qui finissait par pencher. Revenons à l'actualité. Après l'interrogatoire initial, j'ai dû rencontrer un avocat public. J'ai pris ma journée. Je me suis assis dans un hall où chaque siège semblait conçu pour mettre en évidence mon insécurité. Mon avocate, Madame Aquin, avec un carré intégré et des yeux perçants, se pencha et chuchota « Reste calme. Donne les faits. Laisse l'émotion transparaître juste assez pour montrer que tu es humain. » Le procureur adjoint demanda si je considérerais retirer la charge criminelle en échange d'une restitution. Restitution de quoi, demandai-je. Elle n'a que des dollars et une boîte de mascara périmée. Offre retirée. En sortant du tribunal, je tombai sur le détective Alvarez qui fumait dehors. Il remarqua mon visage enflé et dit, « La famille est le champ de bataille le plus difficile. » Eh bien, je ne répondis pas. La fumée tourbillonnait entre nous comme des signes de ponctuation. Le travail devint alors mon refuge. Mon contremaître, Miguel, remarqua le bleu sur ma joue. Batenu au bar, supposa-t-il. Je secouai la tête. Problème de famille. Il siffla. Mon ami, quand le sang devient affaire, facture tôt. Pendant les pauses,
il me racontait comment son cousin avait un jour démoli sa camionnette. Miguel avait porté plainte. Son cousin avait passé ses week-ends en prison, et maintenant ils faisaient barbecue ensemble chaque 4 juillet. Les conséquences fertilisent la croissance, affirmait Miguel en tournant ses clés comme un chef philosophe. La nuit, je restais éveillé, répétant chaque angle. Si Rachel allait en prison, cela exorciserait son droit ou consoliderait son récit de victime. La colère de papa se transformerait en décennies de silence. Maman pourrait-elle survivre à la dissonance cognitive d'un enfant en orange et d'un autre inaccessible? Parfois, le désespoir montait, et je me surprenais à déverrouiller mon téléphone, le pouce sur le bouton de retrait de la plainte. Puis je me souvenais de la gifle, de l'accusation, de la supplication de $500, et je posais le téléphone face cachée, comme une grenade à fusible. Laisse-moi peindre l'audience de caution avec des couleurs plus vives. La salle du tribunal sentait le nettoyant pour sol et le café rance. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus comme des abeilles agitées. Rachel entra, traînant les pieds, les menottes tintant. Son mascara coulait sur ses joues. Quand le juge lui demanda de prendre la parole, elle croassa, « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit », sa voix faible comme de la craie. Maman sanglotait dans un mouchoir en dentelle. Papa me lança un regard comme si j'avais chargé Rachel dans un canon et l'avais tirée vers le tribunal. Le procureur présenta mes preuves, capture d'écran de SMS, enregistrement d'appel, devis du garage. Le marteau du juge retentit comme un clou sur un cercueil. En rentrant chez moi, Madame Aquin me dit, « Prépare-toi. » La famille se venge souvent de manière créative après le procès. Le lendemain matin, ma banque indiqua une tentative de connexion échouée depuis l'ordinateur portable de maman. Elle avait tenté de rediriger mon chèque de paie vers un fonds d'urgence familial. J'ai changé mes identifiants, ajoutant une double authentification, une autre citadelle invisible protégeant ma vie. Durant les semaines qui précédèrent mon déménagement, je parlais avec une thérapeute offerte par le programme d'assistance aux employés. La docteure Patel portait des chaussettes colorées ornées de planètes. Elle disait qu'elle lui rappelait que nous sommes petits, mais pas insignifiants. Elle ne jugea pas ma détermination froide et fut émerveillée de voir combien de temps j'avais survécu dans cette fusion. La culpabilité, disait-elle, est le loyer que nous payons pour habiter l'appartement d'un autre. Elle m'apprit des techniques de respiration et la phrase « Ce n'est pas mon cirque, pas mes singes », que je répétais chaque fois que ma messagerie s'allumait. En parlant de messages vocaux, Rachel en envoya un où elle chantait littéralement ses excuses sur l'air d'une vieille chanson de Hannah Montana, insérant des phrases comme « Et, mon frère, retire ta plainte, s'il te plaît. » J'ai failli rire. Puis, au milieu du refrain, elle hurla, sa voix se brisant en sanglots. L'enregistrement se termina par un bruit sourd, sans doute son téléphone heurtant un mur. Les amis prirent également parti. Un camarade de l'université m'envoya un message, « Frère, la famille, c'est le sang. Retire ta plainte. » Quand je ne le fis pas, il cessa de me suivre. Élise, l'ex, m'envoya simplement un message, « Je suis fier de toi. Ça t'a pris du courage. » J'ai fait une capture d'écran, non par vanité, mais pour me rappeler que le courage pourrait se refléter. Le dernier coucher de soleil à Austin avant mon départ était d'un orange sorbet. Je me tenais sur mon balcon, Radar déjà à mes côtés, bien que je ne le connaissais pas encore, imaginant les lumières de la ville comme des feux de camp d'autres histoires. La liberté avait le goût de cet air, la poussière chaude bourdonnant de grillons. Je me promis que Denver serait un renouveau, pas une fuite. Les leçons doivent voyager avec vous ou vous êtes condamné à rejouer la comédie dans un nouveau théâtre. Arriver dans le Colorado ressemblait à passer de la radio AM à la FM, les mêmes chansons, une réception plus claire. Je trouvais un appartement poussiéreux au-dessus d'une boulangerie qui commençait à préparer son pain à 4 heures du matin. La levure et la cannelle flottaient jusqu'à chez moi comme un réveil programmé à l'espoir. Radar venait d'un refuge près de Golden. La bénévole me dit qu'il l'avait abandonné après qu'il ait mordu un canapé. Malentendu, dit-elle. Je ris et signai les papiers. Un malentendu. Cela semblait une caractéristique familiale que je pouvais gérer sous une forme canine. Sache que j'ai envoyé une lettre au papier, timbre à l'attention de maman et papa. Je disais que je tenais à eux deux. Je ne parlerai pas de Rachel tant qu'elle n'aura pas terminé sa thérapie, remboursé les dommages, et présenté des excuses sans excuses. Ma porte restera fermée jusqu'à ce moment-là. Alex, il n'y eut aucune réponse, mais un autre membre de la famille, le cousin Lial,
envoya un email disant « Papa m'a appelé ». Égaré par la cupidité. Lial ajouta « Pour ce que ça vaut, je pense que tu as enfin pris position ». Je répondis simplement « Merci ». Et je l'invitai à venir skier un jour si jamais il osait se rendre dans le Colorado. Noël approchait. Les voisins accrochaient des lumières. La neige prenait d'assaut les rues. J'ai construit un igloo démesuré pour Radar pendant qu'il creusait des tunnels. Un matin de Noël, je fis rôtir un petit poulet. Je faisais des appels vidéo avec des amis, des collègues portant des pulls moches. Puis je glissais mon téléphone sur la table et portais un toast au silence. Je redoutais des douleurs de solitude aussi puissantes que la fumée du barbecue texan. Au lieu de cela, la solitude s'installa à mes côtés, comme un invité tranquille qui mange peu et fait la vaisselle après le repas. Parfois, la croissance se mesure à ce qui ne fait plus basculer ton humeur. Le nom de Rachel apparaissait dans mes pensées de temps à autre. Je lui souhaitais sobriété, thérapie, peut-être un jour un rire qui ne se ferait pas aux dépens des autres. Je m'imaginais maman fermant les rideaux, papa tondant la pelouse du ressentiment, et j'espérais qu'il trouvait la paix dans la tranquillité de l'absence. Mais ces espoirs flottaient comme des ballons que j'avais lâchés. Ils s'élevaient, devenaient petits et disparaissaient sans tirer ma main en arrière. Les mois passèrent, chacun laissant une empreinte plus légère sur ma poitrine. Le printemps dans les Rocheuses arriva comme une excuse timide, les crocus transperçant le sol dégelé, l'eau chantant sous les ponts. Un mardi tranquille, je reçus un courrier certifié d'un cabinet d'avocats de San Antonio. La fiducie familiale Miller était en train d'être dissoute. Un nouvel instrument divisait les actifs exclusivement entre maman, papa et tout enfant considéré comme un soutien. Encre noire. Trahison clinique. Attaché, une note autocollante de maman en italique. Nous continuons à prier pour que tu reconsidères. L'enveloppe pesait moins qu'une plume. Ma déception ne pesait rien. J'ai incendié l'enveloppe dans l'évier de la cuisine, observant la confiance et la menace se réduire en cendres. Radar inclina la tête, curieux. « Ce n'est rien, mon ami, dis-je. » Et la partie étrange, c'était ça. À cette époque, je commençais à travailler bénévolement les week-ends avec Habitat pour l'humanité. Manier un marteau pour le toit de quelqu'un d'autre avait quelque chose de poétique. J'avais passé des années à réparer un toit qui s'effondrait sur moi. Maintenant, je construisais un toit qui tiendrait encore longtemps après que mes bras se soient fatigués. Un samedi, une femme, peut-être de mon âge, me dit « Ta façon de frapper est efficace ». Je souris, réalisant que je n'avais pas entendu de compliments désintéressés depuis des années. Son nom était Mara. Elle riait comme des tintements de cloche. J'ai envisagé de recommencer à sortir. Un café avec Mara devint 3 rendez-vous, sushi, balade artistique, randonnée. Je lui racontais la version courte, un drame familial, des conséquences légales. Elle dit, des limites saines, c'est sexy. Imagine entendre ça après des décennies de réprimandes. Pendant ce temps, l'affaire de Rachel traînait. Des accords de plaidoyer flottaient, étaient rejetés, puis réapparurent. Enfin, elle accepta la mise en liberté conditionnelle, un conseil obligatoire, et un programme de restitution qui durerait au moins 15 ans à salaire minimum. Lorsque je reçus l'avis officiel, je ne ressentis ni triomphe ni regret, juste une tranquille affirmation de l'univers reconnaissant l'équilibre. Maman envoya un email de plus. Si tu insistes pour rester si dur de cœur, tu dois au moins savoir que ta sœur a tenté de se suicider. Aucun dossier médical n'accompagnait cette affirmation. La docteure Patel avait averti que ces messages mélangent souvent vérité et manipulation. Je répondis, si Rachel est hospitalisée, donne-moi le numéro du service et le nom du médecin traitant, sinon, arrête. Silencieuse, elle resta. Les feux d'artifice du 4 juillet colorèrent le ciel comme un graffiti à l'excès de caféine. Je me tenais sur le porche de Mara, radar entre nous, observant les explosions avec émerveillement canin. Elle demanda si je manquais le Texas. Je répondis. Je manque le brisket, mais pas le drame. Elle rit, posa sa tête sur mon épaule et murmura, je porte un toast à l'air pur. À la fin de l'été, je fais face à un type différent d'ajustement de compte. Papa a eu un petit AVC. Il m'envoya un message à Lial depuis l'hôpital. Ton père va bien, mais il est effrayé. Veux-tu que je lui dise quelque chose? Le vieil réflexe, le bon fils, s'éleva comme un fantôme, m'incitant à courir chez moi, à tout réparer. Au lieu de cela,
je demandais à Lial de dire à papa que je lui souhaitais de la santé. Ni plus ni moins. Limite respectée, cœur intact. Mon travail m'a promu superviseur sur le terrain. L'augmentation me permit de rembourser la tercelle plus tôt. J'en ai encadré le titre, que j'ai accroché près de la porte où le chat familial résonnait autrefois avec des demandes constantes. La propriété peut être de l'art quand on a passé sa vie à louer des responsabilités. En automne, Mara et moi avons adopté un deuxième chien, un terrier à 3 pattes nommé Comet, qui se porte très bien. Voir Comet courir est une leçon, les pièces manquantes n'entravent pas l'élan. Une nuit enneigée de décembre, je reçois un message d'un numéro inconnu. Je suis Rachel. J'ai terminé 90 jours de sobriété. Le conseiller dit que je devrais réparer. Je comprends. Si tu me bloques. Je voulais juste dire que je suis désolé, sans demande, sans couteau de culpabilité, juste des mots. Je regardais jusqu'à ce que mon téléphone s'assombrisse, puis je le glissais. Le pardon, disait la docteure Patel. C'est un cadeau que tu te fais d'abord à toi-même. Je n'avais pas encore ouvert cette boîte, mais peut-être qu'un jour, je le ferai. La veille du Nouvel An, je me tenais à Lookout Mountain. Les feux d'artifice explosaient en dessous, comme des villes qui prenaient vie. J'ai murmuré une promesse de continuer à choisir la paix, même lorsque le chaos connaissait mon adresse. Mara serra ma main. Radar aboyait au vent. Comet tentait de poursuivre un reflet de feu d'artifice sur la neige. Dans ce moment ridiculement parfait, je compris que je n'avais pas perdu une famille. J'avais gagné la capacité de construire une famille par choix. Post-scriptum. Parce que quelqu'un demandera, est-ce que je regrette la claque? De ne pas l'avoir donnée, de l'avoir reçue? La vérité, c'est que la marque a guéri, mais a laissé une clarté gravée. Pendant des années, j'ai interprété l'amour comme une transaction. Ce choc était le reçu imprimé en carmin sur ma peau. Il disait, tu as assez payé. Une autre question que je vois posée en ligne, accueillerais-tu Rachel si elle se retrouvait à nouveau sans abri? Ma réponse est une histoire. Imaginons que tu as un petit bateau. Tu sauves quelqu'un qui continue à percer des trous dans la coque parce qu'il aime voir les bulles. Après avoir réparé des trous pendant des années, tu es debout sur un quai, et la personne demande un dernier voyage. Le lac est vaste. La tempête se profile à l'horizon. Les inviterais-tu à remonter à bord? Mon bateau navigue léger ces jours-ci, et les tempêtes arrivent sans prévenir dans les montagnes. Fais-en ce que tu voudras. Les gens débattent de savoir si les parents peuvent vraiment avoir un favori. Voilà mes données, des photos d'anniversaire où Rachel est au premier plan tandis que moi, je manie la caméra. Des soirées de bulletins scolaires où mon résultat obtient un hochement de tête pendant que son échec en algèbre provoquait une célébration autour d'une glace pour avoir essayé. Peut-être que l'amour ne se mesure pas. Peut-être que le bruit, si. Elle pleurait plus fort, vivait plus fort, et le volume devenait une vertu. Je parlais à des fréquences plus silencieuses. Finalement, j'ai cessé de transmettre. Je reçus une carte de vœux de la tante Doris, avec un bonhomme de neige aux yeux écarquillés. À l'intérieur, elle avait écrit « Les liens familiaux sont des rubans, pas des chaînes ». Des mots sages, mais les rubans enveloppent des cadeaux. Les chaînes retiennent des captifs. J'ai placé la carte sur mon réfrigérateur à côté des aimants en forme de tacos de Mara. Chaque matin, cela me rappelle que les parents peuvent être festifs sans être contraignants. Un dernier mythe à détruire, se défendre ne garantit pas les applaudissements. Les premiers mois après le procès se sont ressentis comme marcher à travers de la mélasse faite des jugements des autres. Les collègues murmuraient, la famille élargie n'est plus mon amie, mais les jugements s'estompent de la même manière que les pages de potin jaunissent. Pendant ce temps, la paix vieillit comme un arôme de cèdre, s'enrichissant avec le temps. Alors, si tu fais un bilan, voilà le bilan. Une camionnette détruite, une camionnette restaurée, une claque reçue, des regrets infinis étouffés, 2 chiens adoptés, 0 regret. D'innombrables nuits de sommeil récupérées. Je garde encore l'emblème de la tercelle cassée sur mon bureau. Chrome tordu qui reflète le soleil de la montagne. C'est moche, aiguisé et honnête. Les visiteurs demandent pourquoi je ne m'en débarrasse pas. Je réponds que cela me rappelle que certaines erreurs valent la peine d'être évitées et avec cela, cette histoire se termine vraiment. Moteur éteint. Clé dans ma propre poche. Aucun passager exigeant le prochain arrêt. Si j'écris à nouveau, ce ne sera pas une saga de sauvetage. Ce sera une carte de là où je vais,
pas d'où j'ai été. Merci encore, Internet. Que tes limites soient fermes, que tes camionnettes soient conduites avec soin, et que tes dîners ne soient pas accompagnés de suppliques soudaines pour une caution. Petit épilogue. Parce que les vieilles habitudes meurent lentement. Ce soir, j'ai promené Radar et Comète dans Cherry Creek. Un adolescent passa en roulant sur un scooter électrique, vira brusquement, faillit tomber puis rit à moitié battu. L'irritation poignante, avec un sens de droit, ressurgit en écho à Rachel. Mais le garçon se redressa, cria « désolé » et disparut. Pas tous les faux pas nécessitent un sauvetage. Certaines personnes corrigent leur trajectoire seules. Sur le chemin du retour, je comptais mes respirations, une pour chaque limite que j'avais tracée, une autre pour chaque lever de soleil que je saluais sans texto de crise. En arrivant aux escaliers de mon appartement, j'atteignis 163 et le monde sembla assez vaste pour contenir le pardon quand je serai prêt. Peut-être que c'est la morale que les forums souhaitent. La liberté n'est pas l'absence de famille, mais la présence de choix. Ce soir, je bois une tisane à la camomille, lis un livre sans frère tragique et ressens la tranquille certitude que je ne dois d'excuses à personne pour protéger la vie que je construis sous un ciel rempli d'étoiles brillantes. Dors bien où que tu sois. Mon histoire se stationne ici, moteur refroidi, réservoir enfin plein pour des chemins de ma propre choix.